Je vous remercie de participer à ce nouveau webinaire de Naper dans lequel on va parler aujourd'hui d'A/B testing SEO. Alors déjà, un petit avertissement pour ceux qui pensent qu'on va parler des relations entre le SEO et l'A/B testing, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire donc en A/B test pour ne pas avoir d'impact sur le SEO. Eh bien, c'est pas exactement de ça qu'on va parler. On va parler de comment faire des tests A sur B pour des fins d'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose qui est aussi un petit peu nouveau, même si en réalité, il y a certains experts en SEO qui font ça depuis plusieurs années maintenant. Et donc on va détailler comment est-ce que l'on fait tout cela, pourquoi est-ce qu'on fait tout cela, et on va notamment aborder quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire la raison pour laquelle on est obligé d'utiliser des outils statistiques différents pour y parvenir. Bien, alors on va donc parler de tests A/B pour le SEO. Alors pour être précis, les tests A/B pour le SEO, on devrait appeler ça plutôt du speed testing. On va voir après donc dans la définition quelle est la petite nuance qu'il y a entre un test A/B et le speed testing. Alors déjà, donc le test A sur B, c'est un test de comparaison entre une version différente B et une version de référence A. Le principe quand on fait de l'A/B test pour des objectifs de digital marketing, c'est de pouvoir réaliser sur une petite portion des utilisateurs, une petite portion des pages, un test qui va permettre de savoir si on fait varier quelque chose, est-ce que l'on aura par exemple plus de conversion. Donc voilà, alors le principe c'est de toujours avoir une version de contrôle et une version qui est testée. Et on verra après que donc on a besoin de faire des vérifications statistiques pour être certain que ce test permet d'avoir des données significatives. Et donc, si on voit des différences, est-ce que ces différences reflètent véritablement une amélioration des performances ou pas? Le speed testing, c'est une variante de test A sur B, mais dans lequel on est en train véritablement de comparer deux versions complètes d'une page. Dans un test A sur B, on peut faire soit un test sur des versions complètes de page, soit sur des petites modifications sur une page. Là, en speed testing, on est vraiment sur des versions complètement différentes pour arriver à comparer les performances de ces deux versions. Donc, ça veut dire que là, on aura en particulier, dans la plupart des cas, des URL différentes testées. On peut faire aussi des tests multivariés. Donc, en anglais, on appelle ça du multivariate testing, en anglais test MVT. Dans ces cas-là, on va tester plusieurs changements sur plusieurs fonctionnalités. De ce que vous voyez à l'écran là, donc on peut tester l'emplacement de l'étiquette de prix réduit. On peut aussi tester différentes apparences. Là, par contre, à partir du moment où on teste beaucoup de changements à la fois, il y a donc un sujet qu'il faut aborder, c'est le fait que les résultats de ces tests ne sont possibles que pour des sites à très forte audience, parce que quand on regarde les nombres de visites sur une page, le nombre de clics sur donc une fonctionnalité de la page, pour que ça soit réellement considéré comme significatif, on est sur des milliers de clics à chaque fois et qui ne peuvent être réunis que sur des pages qui ont un trafic assez important. Donc, ça n'est possible que pour des gros sites d'avoir donc accès à ces écrans. Donc là, c'est d'ailleurs important, avant de faire des tests A/B ou des tests MVT, de calculer en fait de quel trafic on va avoir besoin pour avoir des données significatives. Donc ça se fait avec un outils. Là, j'en présente un. Là, si je prends par exemple un test A/B pour mesurer l'amélioration d'un taux de conversion, on a au départ un taux de conversion de 10%. On espère augmenter le taux d'au minimum 2%. Et on a donc 20 000 visiteurs par jour, avec deux variations testées, donc c'est un test A/B. Et quand on calcule le temps qu'il va falloir pour qu'on atteigne donc un intervalle de confiance suffisant, eh bien, ça va être 36,3 jours. Donc, ce qui est déjà relativement long pour un test A/B, parce que pour que le test A/B soit considéré comme fiable, il faut en plus qu'il puisse s'effectuer relativement vite pour ne pas être influencé par des changements extérieurs.
Et là, quand je suis sur un test MVT, donc là, je reprends à peu près les mêmes données, donc 10% de taux de conversion à l'heure actuelle, uplift, donc l'amélioration de 2%, toujours 20 000 visiteurs par jour, et cette fois-ci, je teste 3 variations sur l'emplacement 1, 2 sur l'emplacement 2 et 3 sur l'emplacement 3. Et là, je m'aperçois que pour arriver à avoir un test valide, je suis obligé d'atteindre 541,7 jours, ce qui veut dire que sur cette page, qui ne reçoit que 20 000 visiteurs par jour, ce qui est déjà pas mal, eh bien, je ne peux pas faire de test MVT parce que j'ai pas assez de trafic, tout simplement. Parce que là, en 541 jours, je ne remplis plus les prérequis pour que le test soit probant. Il va forcément y avoir des changements, des modifications qui ne me permettront pas d'interpréter en toute sérénité les résultats de ce test en disant oui, il y a vraiment des différences qui sont significatives et qui ne sont dues que au test et pas à autre chose. Donc voilà, faites très attention. Les outils sont parfois peu prolixes en information sur le taux de confiance qu'on peut avoir dans les résultats. C'est souvent caché dans les résultats, cette information. Bien, quand c'est le cas, prenez quand même garde de bien vérifier si vous pouvez effectivement vous fier aux résultats des tests AB. Alors, j'ai dit qu'on ne parlerait pas dans l'influence des tests AB sur les problèmes de SEO, mais bon, autant au passage signaler ce qu'il faut faire. Donc, si vous faites des tests A sur B, généralement, ça va être fait avec des outils genre AB Testy, ou Maximizer, ou des outils de cette famille-là. Aujourd'hui, les recommandations ont changé. Donc, il ne faut surtout pas faire de cloaking. Avant, on avait parfois l'habitude d'empêcher les moteurs de recherche de voir les tests. Et donc, on se débrouillait pour rediriger tous les gens qui avaient des user agents de type Googlebot vers la version qui ne faisait pas l'objet de test. Non, alors ça, c'est du cloaking. Ça peut être très, très mal interprété par Google. Pensez mettre également des canonicals pour éviter que les contenus qui sont en test soient pris pour des doublons. Ça, c'est dans le cas où, en fait, on est capable, du côté de Google, de voir les URL qui sont testés versus des URL différentes qui ne seraient que des URL de référence. Si vous faites des redirections, utilisez des 302 et non des 301. Ça, c'est pour des raisons de cache et pour que Google conserve la version qui n'est pas en test dans son index. Et surtout, limiter la durée du test parce que Google a tendance, et ça c'est eux-mêmes qui le disent, à interpréter un test trop long comme éventuellement une tentative de manipulation. En fait, oui, on peut se débrouiller pour faire passer des changements qui sont des changements un peu black hat pour des tests AB. Et donc ça, au bout d'un moment, Google peut très bien dire, OK, en fait, on est en train d'essayer de manipuler mon algorithme avec quelque chose qui ressemble à des doorway pages ou des choses comme ça, et alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Donc faites attention, les tests très longs, les tests AB très longs peuvent être mal interprétés par le moteur de recherche. On a vu tout à l'heure que ce n'était pas une bonne idée de faire des tests trop longs pour des raisons de fiabilité des résultats. Eh bien là, c'est une autre raison pour faire attention à la durée des tests. Alors, si vous voulez avoir la version de Google plus complète de ces recommandations, vous le trouvez dans l'aide pour les développeurs. Alors, vous allez me dire, d'accord, donc on fait habituellement des tests A sur B pour mesurer les performances, pour avoir des informations sur l'UX. Et sur est-ce que oui ou non ce nouveau layout est plus performant en fait pour avoir des résultats. Mais vous allez me dire en fait à quoi ça peut servir par contre de faire des tests A sur B pour le SEO. Bon, en fait, il faut savoir qu'il faut maintenant faire face à un algorithme de Google qui a bien changé. Donc le machine learning a envahi pas mal de secteurs de l'algo de Google. Les scores tiennent compte de nombreux signaux à la fois. Et pour améliorer ces positions, il n'y a plus de magic bullet. En fait, il n'y a plus un seul critère qui peut être détecté comme étant à l'origine d'un problème de classement, qu'on va pouvoir faire évoluer, qu'on va pouvoir maximiser, de manière à ce que derrière, on puisse avoir des meilleurs résultats.
Ça a commencé avec les filtres type Panda et Penguin. On a aussi maintenant les Quality Updates qui fonctionnent comme ça. Donc, ce sont des scores qui sont fabriqués donc à partir de plein de signaux pour simuler en fait des décisions qui peuvent être prises par des humains du groupe de Quality Raters, par exemple. Eh bien, ces outils qui sont à base de machine learning ne sont pas influencés par l'optimisation d'un seul critère, mais par le fait que l'on puisse travailler sur plusieurs. Et ça change tout. Et ça change tout, donc ça veut dire que en fait, c'est plus difficile de prédire qu'avant donc les impacts de tout ce qu'on peut faire. Donc les experts, les spécialistes SEO doivent devenir beaucoup plus humbles parce que les anciennes recettes de cuisine ne marchent plus à tous les coups. C'est un peu difficile, par exemple, de comprendre ce qu'il y a derrière les core updates aujourd'hui. On a l'exemple de Medic. Donc là, c'est un site qui avait été impacté par Medic. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir les commentaires des propriétaires de ce site. Ils savent absolument pas pourquoi ils ont pu être impactés par Medic. Ils savent absolument pas non plus pourquoi ils ont pu sortir en fait des tréfonds du classement pour revenir en fait à un trafic qui est supérieur à celui qu'ils avaient avant. C'est la réalité qu'on rencontre aujourd'hui chez la plupart des éditeurs de sites, c'est-à-dire qu'ils peuvent être confrontés à ce genre de situation dans lequel ils ne comprennent plus pourquoi leur trafic SEO a baissé et pas pourquoi, en fait, au fil des updates, ils peuvent être soit déclassés, soit reclassés en tête des résultats. C'est vrai aussi pour l'impact de la Google Core Update de mai. On a vu à nouveau des sites qui ont été fortement impactés. On sait que c'est lié à des critères de type EAT, donc tout ce qui est expertise, autorité, trust. On sait que ces signaux sont importants, que l'algorithme de Google cherche aujourd'hui à simuler la mesure de ces signaux. Mais on ne sait pas exactement quelle est la bonne manière de remonter. Il faut agir sur plein de signaux à la fois pour avoir des résultats. Donc du coup, ça fait évidemment un certain nombre de changements dont il faut tenir compte dans la manière de travailler en SEO. Et puis surtout, ça fait pas de mal d'avoir un petit peu de rigueur dans les approches. Parce que souvent, la difficulté, c'est de savoir si les résultats obtenus sont vraiment imputables au travail sur le SEO. Et c'est quand même mieux de pouvoir dire avec certitude, oui, c'est bien le changement que l'on a fait, l'optimisation que l'on a réalisée ou les optimisations que l'on a réalisées qui sont à l'origine d'une hausse de trafic, par exemple. Il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent influencer le trafic SEO sans que le travail d'un spécialiste SEO il soit pour grand-chose. Il y a la saisonnalité, il y a la hausse du nombre de requêtes sur les requêtes qui rapportent du trafic à un site, qui peut faire monter le trafic de manière artificielle. Le fait que ce soit un concurrent qui fait une bêtise sur son site et qui vous a permis de remonter dans les classements et de prendre le trafic qui était capté par votre concurrent. Un changement d'algo chez Google peut aussi avoir une influence très forte. La hausse de l'inventaire des pages également peut être à l'origine d'une hausse de trafic SEO sans qu'on ait vraiment changé les optimisations. Le changement de l'apparence de la page résultat de Google aussi est à l'origine de pas mal de changements. Donc, imaginez que vous récupérez un feature snippet, ça peut augmenter votre trafic SEO de manière significative dans certains cas, pendant tous. Donc, du coup, c'est important d'identifier les causes des changements. Et pour ça, le fait d'utiliser une méthode qui est basée un petit peu plus sur des outils statistiques sophistiqués et qui permettent d'avoir des certitudes sur quelle est la cause en fait d'un changement, eh bien c'est tout de suite un apport assez considérable à la réflexion. Donc quand on utilise ce genre d'outils statistiques, eh bien on s'aperçoit qu'en réalité les mêmes optimisations qui sont effectuées sur deux sites différents peuvent avoir des résultats absolument opposés. Vous avez l'exemple d'un travail qui a été fait sur le site A qui montre en fait une baisse du trafic et sur le site B, donc une hausse de trafic. Et c'est une situation qu'on rencontre de plus en plus souvent. Donc voilà, c'est la vie courante maintenant du spécialiste SEO, c'est de ne plus avoir à gérer un long fleuve tranquille, mais d'avoir vraiment
à gérer des évolutions chaotiques qui sont dues à des choses qu'ils maîtrisent un peu moins bien qu'avant. Et donc ça, c'est important de pouvoir tester ce que l'on veut faire comme optimisation pour être certain, avant de l'appliquer à l'ensemble du site, que ces optimisations sont réellement susceptibles de vous obtenir des résultats significatifs. Voilà, et ça évite les suraccidents. Ça évite les suraccidents. Donc là, j'ai un exemple sur un site qui, justement, a mal réagi. Voilà ce qui peut se passer quand on constate une baisse violente du trafic SEO. On peut se dire, oula, on a fait quelque chose de mal. On modifie les choses sur le site sans se rendre compte qu'en réalité, ces optimisations ne vont pas avoir les bons effets. Et au bout de quelques jours, au lieu d'avoir récupéré le trafic, on s'aperçoit qu'au contraire, ça a empiré les choses. Et voilà, une fois que le mal est fait et qu'on n'a pas compris en fait d'où ça venait, c'est vraiment très difficile de remonter, d'avoir des résultats positifs. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'impact de ces outils de machine learning pour fabriquer des scores. C'est souvent extrêmement surprenant de voir à quel point des toutes petites modifications sur un certain nombre de signaux peuvent avoir des gros impacts sur les classements. En fait, là, vous avez un exemple de ce qui peut se passer. C'est que déjà, ici, donc là, vous avez symbolisé, en fait, ce que fait un algorithme qui va classer, ça s'appelle un classifieur, qui va classifier les pages en pages qui sont des pages considérées comme OK de qualité, et puis des pages qui posent des problèmes et qui ne devraient pas, par exemple, être montrées en tête des résultats. Eh bien, tous ces algorithmes, ils génèrent des faux positifs. Donc là, c'est-à-dire que cette page-là peut très bien être mal classée par l'algorithme. OK, pourtant, elle est très très près des zones dans lesquelles on considère que les pages doivent être bien classées. Et ce qui peut arriver aussi, c'est que des petites modifications que vous avez faites pour optimiser une page pour le SEO, en réalité, vous font glisser juste de l'autre côté du classifieur et qu'au lieu d'avoir un impact positif, eh bien, vous avez à la fin un impact négatif. Ça devient subtil et donc l'intérêt des tests, c'est de vérifier si par hasard, en fait, les petites modifications que vous allez faire vont vous permettre de passer de cette zone-là à cette zone-là, ou au contraire, d'avoir pour impact de déplacer légèrement votre page pour la faire entrer dans une zone qui est considérée comme étant la zone des pages KO. Et ça, alors que sur d'autres indicateurs, vous avez d'autres pages qui présentent le même niveau d'optimisation que celle qui va poser problème. Alors, pour faire l'A/B testing, il y a quand même quelques particularités à connaître lorsqu'on veut faire de l'A/B testing pour le SEO. Alors, ce que l'on fait déjà, c'est que l'on teste des URL qui appartiennent à un type de page donnée. On va tester par exemple une nouvelle version d'une page produit, d'une page catégorie, d'une page listing, d'une page marque. On va tester vraiment plutôt des variations, des optimisations que l'on va faire sur un seul type de page à la fois. Alors, on va tester une petite partie de ces pages, une petite partie qui est quand même suffisamment grande pour qu'on puisse avoir un test qui soit statistiquement significatif. Par contre, on va se débrouiller à ce que ces pages en test soient quand même suffisamment réduites en nombre pour que si le test prouve que les résultats sont mauvais, et bien que l'impact sur le trafic, l'impact sur le SEO soit le plus modéré possible. Parce que là, on n'est pas en train de faire des tests purement en laboratoire. Là, ce sont des pages qui vont réellement être crawlées, indexées, recevoir des visiteurs et qui donc, si elles ont des très mauvaises performances, vont impacter les performances de l'ensemble du site. Alors, la durée du test, puisque c'est un test de SEO, doit être également assez longue. Donc là, tout à l'heure, on a vu que sur des tests A/B classiques, on a besoin de tests qui soient assez courts dans le temps. Là, par contre, on teste autre chose. On teste l'impact de certaines modifications sur le SEO. Eh bien, il faut attendre que l'ensemble des pages concernées par le test soient crawlées et indexées et que les signaux calculés par Google
soit calculé et stabilisé. On a en fait certains signaux qui mettent jusqu'à 6 mois pour se calculer, mais ce qui est clair, c'est que pour un test, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on attend au moins la fenêtre de crawl plus 2 semaines. Alors la fenêtre de crawl, c'est quoi? Eh bien, c'est le délai nécessaire pour que Googlebot ait recrawlé 90% des pages actives, les pages qui reçoivent au moins une visite par mois. Donc la façon la plus simple de le mesurer, c'est grâce à une analyse de log. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ça veut dire qu'en fait, on va être en mesure de pouvoir avoir un test qui soit suffisamment significatif. Donc, si les pages n'ont pas été recrawlées, eh bien, on ne peut pas en conclure grand-chose d'un point de vue des résultats SEO. Donc, ça va être l'indicateur qu'on utilise le plus souvent pour ces tests-là. On essaie de mesurer le trafic SEO qui arrive sur chacune des pages du test. Voilà. Donc, il faut absolument que ces pages soient recrawlées, soient indexées et qu'elles reçoivent à nouveau du trafic. Donc voilà, les fenêtres de crawl classiques, on est sur 2 semaines, 4 semaines, 6 semaines suivant les sites. Et donc, on rajoute 2 semaines pour avoir le temps que le signal se stabilise. Donc là, on est sur des tests de longue durée, opposés à des tests AB classiques ou des speed testing classiques, sur lesquels on fait des tests sur quelques jours, donc 1 à 2 semaines maximum. Alors, on a parfois tendance à créer des tests A sur B qui ne sont pas vus par les moteurs parce que, par exemple, eh bien, il n'y a que certains utilisateurs qui sont reconnus par un cookie. Bon, comme le moteur ne supporte pas les cookies, il ne voit que la version de base. Et quand on fait ça, évidemment, les pages du test A sur B ne sont pas crawlées. Là, pour un test SEO, évidemment, on a besoin que les pages soient crawlées et indexées. Donc, ce n'est pas du cloaking, de faire ça. Au contraire, puisque en fait, on va se débrouiller pour que Google voit la même version que les utilisateurs. Donc, on aura simplement, suivant les URL demandées par le bot, la version normale ou la version qu'on est en train de tester. Donc attention justement au nombre d'URL que vous allez tester, parce que si jamais vous avez mal conçu vos pages, elles vont avoir des performances qui vont plomber les résultats de l'ensemble du site. Alors, normalement, construit comme ça, un test ne pose pas de problème de duplicate, mais il vaut mieux quand même penser à canonicaliser la version test vers la version normale au cas où votre dispositif d'aiguillage vers les versions test serait défaillant. Vous allez voir après comment ça fonctionne d'un point de vue technique en général. Et donc effectivement, oui, il peut arriver que le logiciel qui aiguille donc vers la version de test ou la version normale soit défaillant. Alors, certains font des tests SEO en speed testing avec des outils comme GTM, Google Optimize via GTM. Alors le problème, c'est que ça ne marche pas bien, tout simplement parce que GTM est lent à générer du code HTML, et que si vous faites en plus un test via Google Optimize, on va être sur des délais qui vont être particulièrement longs. Et ça veut dire qu'il y a des chances que le système de rendition du contenu JavaScript, le WRS, le Web Rendering Service, ne soit pas capable en fait d'opérer cette rendition avant que le délai maximal soit atteint. Les bots de moteurs de recherche ne peuvent pas se permettre d'attendre 10 secondes, 20 secondes que le contenu soit généré. Donc là, on a une limite de temps pour générer qui est limitée à quelques secondes, 2-3 secondes. Et donc, ça va générer des time out, ce qui veut dire que la version de test, en fait, ne sera jamais complètement vue, ou pas vue normalement, ou cassée. Et donc ça, c'est pas bon du tout, puisque, en fait, ce que vous allez mesurer, c'est les performances d'une page qui va être incomplète, mal fichue, avec un code qui est pas complet. Donc ça, c'est absolument pas envisageable. Donc on ne fait pas, normalement, si vous voulez avoir des résultats corrects, de tests A sur B avec des outils de ce type-là, avec des outils en JavaScript. Donc, ce qui élimine également des solutions de type AB testing.
Donc voilà, donc là il faut utiliser plutôt des approches server-side, hein, c'est-à-dire que le test va être effectué côté serveur et pas côté client. Alors, il y a aussi l'aspect statistique qui est extrêmement important dans le test AB, parce qu'on est sur un fonctionnement qui est totalement différent d'un point de vue raisonnement statistique. Dans une approche AB classique, on a deux hypothèses cachées. C'est qu'on va travailler sur des moyennes et que pendant le test, la temporalité n'a pas d'importance. Donc là, c'est clair que c'est une hypothèse qui ne va pas être en réalité tenable sur un test SEO qui va durer 6 à 8 semaines. Enfin, donc, c'est absolument pas possible de faire abstraction des évolutions. Par exemple, que se passe-t-il si Google lance un core update et que vous avez une chute de 30% de votre trafic SEO, une hausse de 30% de votre trafic SEO? Eh bien, ça va complètement ruiner les méthodes de vérification statistique que vous utilisez habituellement, parce qu'elles partent du principe que le test est toujours la cause des variations que l'on mesure. En fait, là, ça peut être carrément autre chose. Donc, en fait, on utilise d'autres outils statistiques pour ça. Ce qu'on utilise, c'est des méthodes dites d'inférence causale. Et il y en a 3 aujourd'hui qui sont utilisées par les statisticiens. C'est la méthode des doubles différences, qui est symbolisée ici. Donc le principe, c'est qu'on mesure en fait essentiellement les évolutions des différences entre un groupe de contrôle et donc le groupe qui contient les variations. Et à partir de ça, avec un traitement statistique, on est censé arriver à savoir s'il y a effectivement eu un impact de tel ou tel changement sur les résultats. Alors, ce n'est pas tout à fait parfait parce qu'il s'avère que même si c'est quelque chose qui est très utilisé donc en statistique pour traiter des séries temporelles, donc sur une longue durée, ça ne tient pas compte du fait qu'il peut y avoir des gros changements qui interviennent après la modification. Donc, on a à nouveau le même problème que celui qu'on avait sur les vérifications statistiques sur les outils de test AB classique. Donc, en fait, ce qui marche mieux, c'est les deux dernières méthodes. Une méthode qui s'appelle Causal Impact, dont on va reparler pas mal, qui, en fait, cette fois-ci, fait des simulations donc à partir des comportements du passé de votre site web, en l'occurrence, pour arriver à prédire par la suite quel aurait été le comportement de votre site si rien n'avait changé. Et on peut, du coup, arriver à mesurer les différences par rapport à la version de contrôle, qui est une version calculée de manière artificielle. Donc là, ça fonctionne avec des réseaux de neurones et du machine learning, hein, mais c'est effectivement beaucoup plus fiable pour arriver à observer s'il y a véritablement un impact du changement et ça va permettre de filtrer en fait toutes les influences extérieures qui peuvent avoir fait varier ça. On a après la méthode de contrôle synthétique qui est encore plus imperméable à tous les gros changements extérieurs. Ça consiste à partir de certains groupes de contrôle à simuler en fait l'influence de tel ou tel changement. Et donc surtout, ça permet de faire comme groupe de contrôle un groupe de contrôle synthétique qui simule en fait ce qui se serait réellement passé si on n'avait pas fait le changement. Donc ça marche dans les deux sens et ça permet de vérifier la causalité. Donc là, ce qui est intéressant dans cette méthode-là, c'est pour ça qu'on appelle ça les méthodes d'inférence causale, c'est que l'objectif de ces méthodes, c'est vraiment de dire à la fin, oui, tel ou tel changement est bien à l'origine de l'évolution de tel indicateur et pas autre chose qui serait lié à l'évolution de l'environnement. Alors, juste pour information, en ce moment, ces méthodes statistiques sont énormément utilisées pour mesurer, par exemple, l'impact des mesures anti-Covid pour savoir si véritablement on peut imputer la baisse du nombre de contaminations, la baisse du nombre de morts dans les hôpitaux, etc., à telle ou telle mesure. Et donc,
C'est pour ça que vous avez ici un exemple qui est sorti de la littérature récemment, de test statistique qui a été fait sur l'effet de l'introduction des masques sur la diminution des cas dans une ville. Et donc, effectivement, on arrive à prouver de manière statistique qu'il y a bien eu un impact qui est dû à cette modification. Alors, donc après, il y a des solutions pratiques pour faire de l'A/B testing pour le SEO. Le prérequis, c'est qu'il faut que les pages en test soient crawlables, évidemment. Sinon, si elles ne sont pas crawlables, le moteur de recherche ne pourra pas crawler la page, l'indexer, la positionner, qu'elle puisse avoir du trafic. Il faut que les tests soient bien étanches, donc c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas qu'il y ait de trafic sur les anciennes URL. Ce qui peut être intéressant du coup, c'est de se débrouiller en fait à ce que on change le contenu de la page, mais pas l'URL de la page quand on fait les tests. Ça, c'est la solution idéale. Il faut évidemment pouvoir traquer correctement l'impact de ces changements. En fait, quand on travaille essentiellement sur le trafic SEO, c'est-à-dire qu'on a 3 outils à sa disposition, qui peuvent être Google Analytics, l'outil Web Analytics que j'utilise habituellement, la Search Console ou les logs. Donc les 3 sont parfaitement utilisables pour arriver à mesurer les résultats avant et après. Alors pour avoir des séries statistiques qui soient parfaitement fiables, il faut quand même être en mesure de pouvoir injecter dans le système des comportements qui soient sur des mois et des mois. Il ne faut pas hésiter à introduire dans les systèmes au moins 1 an de trafic pour que, par exemple, l'outil puisse comprendre la saisonnalité. Ensuite, il faut préparer le test, c'est-à-dire, en fait, OK, on va créer des pages de test qui vont être normalement plus optimisées, mais qu'est-ce qu'on va changer sur ces pages? Vous êtes autorisé à tester plein de modifications à la fois, à condition que ça soit sur un type de page donné, de manière à pouvoir comparer, non pas les carottes avec les navets, mais les carottes avec les carottes, donc des pages articles, par exemple, des pages marques, des pages catégories. Ce qu'il faut, c'est éviter de faire des changements qui impactent toutes les pages, parce que là, ça veut dire que d'un point de vue contrôle statistique, ça va être un petit peu plus compliqué encore. Et vous aurez besoin de groupes de taille suffisante, puisque là, pour que vos tests soient significatifs, on a besoin de tester des milliers de pages. Donc là, ça veut dire que sur un petit site, l'A/B testing SEO, ça peut se faire, mais vous n'aurez pas de résultats probants d'un point de vue statistique, il faut le savoir. Voilà. Donc, alors après, ça donne toujours quelques enseignements, mais voilà, vous ne pourrez pas avoir de chiffres qui seront statistiquement fiables. Dans la pratique, comment est-ce qu'on fait ça? Donc la méthode la plus utilisée, c'est de faire du dynamic serving, c'est-à-dire que la version de test est servie côté serveur, mais par soit un autre template qui est appelable avec un autre URL de la même page, soit avec un autre serveur web qui va fournir la version de test. Et comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Eh bien, on va se servir de la possibilité de réécrire les URL qui sont vues par les utilisateurs en une autre version que l'outil qui fait la redirection va être en mesure de générer. Donc là, ça veut dire qu'on va avoir un boîtier ou un outil logiciel qui va être en front, qui va recevoir les requêtes HTTP et qui va essayer de voir en fonction de la syntaxe de l'URL ou en fonction d'une table qui va lui permettre de reconnaître les URL attestées, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc si l'URL n'est pas attestée, il va renvoyer vers le serveur web habituel, et si l'URL est bien attestée, dans ces cas-là, il va générer une nouvelle URL qui va appeler l'autre template ou l'autre serveur web qui va servir la version de test. Donc ça, le gros avantage, c'est que d'un point de vue extérieur, on a apparemment des URL tout à fait normales, qui peuvent d'ailleurs être, pour les URL à tester, les anciennes URL, qui sont simplement transposées avec cette nouvelle syntaxe ensuite. Et c'est quelque chose qui, généralement,
lorsqu'on fait des choses comme ça, ne pose pas de problème particulier de performance, ni de problème de mise en cache. Alors vous allez me dire, c'est quoi cet outil magique qui permet de faire ça? Eh ben, il y a beaucoup de sites qui sont déjà dotés de ce qu'il faut. Donc certains ont des boîtiers de load balancer quand ils ont plusieurs fronts, le plus courant étant HAProxy. Et puis d'autres ont des reverse proxy, donc des outils de mise en cache, tout ce qui est Varnish, tout ce qui est Squid, où on peut servir également de Nginx comme reverse proxy. Et bien tous ces outils sont en fait capables de faire ce genre de redirection vers des URL totalement différentes, des réécritures d'URL, du forwarding d'URL. Alors si vous avez un CDN, c'est possible aussi, donc exactement de la même façon. On peut utiliser la reconnaissance d'URL par des regex pour convaincre un CDN qui reçoit une requête de la part d'un internaute de rediriger vers soit le template, soit le serveur web différent qui doit répondre lorsqu'il s'agit d'un test. Donc voilà, donc ça s'appelle utiliser des service workers, et ça fonctionne typiquement chez tous les gros fournisseurs de CDN. Vous avez un outil qui s'appelle Forward Rewrite chez Akamai, qui est la solution qui est la plus utilisée aujourd'hui. La deuxième solution la plus utilisée étant celle de Cloudflare, qui propose un outil qui s'appelle l'URL Forwarding, et avec un système assez sophistiqué de règles, de page rules, ils appellent ça, qui permet de reconnaître en fait des URL et de pouvoir derrière faire ce que vous voulez avec, notamment les renvoyer vers la version qui sert les pages de test. Ensuite, évidemment, il va falloir mesurer les résultats. Alors ça peut se faire avec votre outil de analytics habituel. Donc là, vous avez un cas typique de rapport de Google Analytics qui donne effectivement les résultats d'un test A sur B. Voilà, donc là, ce qui est à recommander, c'est de faire un taggage spécial, c'est-à-dire faire remonter par une variable personnalisée le fait que vous êtes sur une version de test ou une version normale. Ça peut être fait également à partir de la Search Console, mais il faut être capable de filtrer facilement les URL avec le chemin de l'URL, par exemple, parce que sinon, il va falloir confronter les URL avec le fichier de référence qui contient les URL qui sont testées et les URL qui sont les URL de référence. Et pour les logs, ça va être le même principe que pour la Search Console. Donc, si on peut distinguer les pages de test facilement par le chemin, par le path, on pourra le faire très très facilement, et sinon il faudra filtrer les résultats à partir de la liste des URL qui sont en test. Et donc derrière, c'est là où on peut lancer les outils statistiques comme Causal Impact. Donc il faut savoir travailler un peu avec le langage R, qui est le langage dédié pour tout ce qui est big data et statistiques. Là, vous avez par exemple l'impact mesuré sur un site des modifications des tags alt tag, donc des attributs alt sur les images. Et comment est-ce qu'on interprète ça? Là, on voit en fait que il n'y a pas une très très grosse différence entre la courbe bleue qui correspond à ce qui était prédit par l'outil et puis le nombre de sessions SEO qu'on a réellement récupéré. Et donc ici, vous avez symbolisé en bleu l'intervalle de confiance qui s'accroît au bout d'un moment. Les résultats ici qui montrent effectivement quel est l'impact réel de cette modification. Ce que l'on voit en réalité, c'est qu'au début, on a même une diminution des résultats, et puis après une très légère augmentation, mais en réalité, comme l'intervalle de confiance est très très large à ce niveau-là, ça veut dire qu'on ne peut pas en fait conclure que la modification des alt tags a un impact significatif sur le SEO. Dans ce cas-là, c'était la conclusion qu'on pouvait tirer de ça. Alors, si on fait un autre test, et cette fois-ci, qui correspondait à un problème de rendition en JavaScript. Donc là, on avait au départ un site qui générait pas mal de contenu en JavaScript, et il n'y avait pas de fallback
Donc, il n'y avait pas de solution de secours si jamais on n'arrivait pas à générer tout le contenu en JavaScript, on a un temps limité. Et du coup, ce qui a été introduit, c'est une solution CSS qui permettait d'avoir une page totalement crawlable et indexable, facilement par le moteur, avec tout le contenu à l'intérieur. Donc, ce fallback en CSS, voilà les résultats qui ont été obtenus. Donc là, cette fois-ci, j'ai une différence qui n'a pas l'air très significative quand je regarde cette courbe-là. Hein. On est sur quelques pourcents. Par contre, quand on regarde effectivement cette courbe qui donne la validation statistique, on voit qu'il y a bien un décalage par rapport aux prédictions. Et surtout, on voit qu'à partir de cette date ici, en fait, la zone de confiance qui est là est passée au-dessus de 0, ce qui veut dire que là, on peut considérer que les résultats sont absolument significatifs. C'est-à-dire que là, on est obligé de dire que oui, ce que l'on sait avec certitude, c'est que ce changement a bien produit un changement positif et qu'en aucun cas, on peut prédire que le changement peut être aussi négatif. Il est forcément positif. Donc là, on tient une modification dont on a identifié l'impact. L'impact est positif et cet impact est significativement suffisant pour dire qu'il se produira en fait pour l'ensemble des pages lorsqu'on va étendre le test à l'ensemble des pages. Donc là, on est tranquille. Et en plus, on a prouvé que cet impact était bien associé au changement. Donc, ce qui est quand même pas mal, ça veut dire qu'on va pouvoir faire le changement avec certitude derrière. Alors, beaucoup plus surprenant, on se dit toujours que optimiser les titles, c'est un truc essentiel en SEO. Regardez ce qui se passe quand on fait des tests sur ce genre d'optimisation. Là, j'ai juste la preuve inverse. Alors, attention, ce que je dis là, c'est pour un site donné et pour un contexte donné. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que sur ce test-là, l'objectif du client, c'était d'améliorer ces titles pour qu'ils captent plus de trafic générique. Donc en fait, on avait un trafic qui était plutôt long train, qui convertissait bien, mais pas suffisamment d'après le client. Et on remplace la règle pour avoir des mots-clés plus génériques dans les titles et qui tapent soi-disant sur des requêtes qui rapportent plus de trafic. Oui, mais en réalité, en fait, on a obtenu des positions qui captaient moins de trafic à la fin, et le résultat a été complètement antiproductif. Et là, on voit qu'à partir de cette date-là, on est en plus dans une zone dans laquelle le caractère négatif de cette modification est une certitude. Bien, alors, pour terminer, alors vous voyez qu'effectivement, on peut faire ces tests avec les outils que vous pouvez trouver sur le net. Hein, ça, c'est une librairie que vous trouvez un peu partout, Causal Impact, qui est disponible en open source et qui est utilisable si vous manipulez un petit peu le langage R. Alors après, vous avez des outils qui vous permettent de faire ça avec des approches statistiques qui sont plus ou moins sophistiquées. C'est un peu le problème, mais qui permettent de le faire sans forcément avoir besoin de toucher à votre serveur proxy ou de pouvoir ou de devoir faire les calculs statistiques vous-même. Donc, alors, quels sont ces outils? Il en sort maintenant régulièrement, puisque ça se répand, quand même, l'idée de faire de l'A/B testing SEO. Ça a pris du temps, mais ça devient maintenant une réalité. Alors, vous avez donc Search Pilot, qui autrefois s'appelait Distilled ODN. Donc, ça, c'est l'outil de Distilled, de Will Critchlow. Vous avez SEO Scout ensuite, qui s'appelait autrefois AB Rankings. Et SEOtesting.com, qui sont donc 3 outils qui fournissent des solutions pour arriver à faire de l'A/B testing SEO. Alors, eux passent par un outil de type CDN pour faire les modifications. Et cet outil se substitue à votre propre CDN ou à votre reverse proxy. Donc, c'est pour ça que ça rend les choses plus faciles à faire. Ils vous fournissent aussi des outils statistiques qui sont plus ou moins sophistiqués.
Donc, s'agissant de l'outil de Distill, c'est exactement celui que je viens de vous montrer, qui se base sur donc, des outils d'inférence causale et sur Causal Impact. Les autres sont sur des approches qui sont plus classiques en matière de vérification de la causalité, et donc un petit peu plus sujette à caution. Alors, la caractéristique de ces trois outils, c'est que c'est des outils anglais. Après, vous avez deux outils américains qui sont Rank Science et ClickFlow, qui vous fournissent également des solutions similaires à base, là aussi, encore de changements qui sont effectués sur le cloud. Donc voilà, je vous recommande en fait d'utiliser plutôt un outil qui utilise les bonnes méthodes statistiques. Le problème de SearchPilot, c'est qu'il est quand même relativement cher par rapport aux autres. Là, on peut faire des tests sur les autres sites à partir de à peu près 100 € par mois. Donc, c'est des outils qui sont encore accessibles. SearchPilot, c'est vraiment pour des gens qui ont des budgets déjà assez importants investis sur du SEO, du SIA. Bien, alors conclusion. Vous avez compris, j'espère, pourquoi ça devient maintenant indispensable de commencer à faire des tests A/B testing SEO. Vous avez vu comment est-ce que l'on fait ça. Vous avez vu il faut faire attention à bien utiliser les bons outils statistiques, donc des outils causales, pour arriver à mesurer la véracité des résultats, leur caractère significatif ou non, et qu'il y a des outils qui sont capables de vous aider là-dessus. Voilà, c'est une nouvelle approche du SEO, de faire ça comme ça, qui est beaucoup plus rigoureuse dans l'approche, qui est riche d'enseignements, parce que là on apprend véritablement ce qui marche pas, sur un contexte particulier, pour un site particulier, et donc on n'avance plus tout à fait à l'aveugle sur les optimisations, on a moins de surprises, et ça veut dire que là aussi on va pouvoir être beaucoup plus rationnel dans les décisions que l'on prend grâce à cette approche-là, être beaucoup plus rationnel et beaucoup plus efficient. Donc on va pouvoir se concentrer sur ce qui marche, non pas forcément lancer en parallèle des tas de chantiers d'optimisation qui, pour certains, n'auront aucun impact sur le référencement dans votre secteur particulier, dans le secteur particulier sur lequel est présent votre site. Donc voilà, alors je suppose que vous avez après plein de questions sur l'aspect pratique, donc je vais essayer de les prendre. Et en même temps, je vais arrêter de partager mon écran et activer ma vidéo. Bon, je suppose que vous me voyez. Alors après, il faut que je regarde. Donc, j'ai pas de questions à la partie Q&A, mais je vais patienter quelques secondes pour voir. J'en ai une par contre dans le chat. Ok. Alors, quel genre d'optimisation avez-vous fait pour obtenir ce genre de résultats? En fait, alors je ne sais pas si ça faisait référence à un écran particulier. Là, on parle d'optimisation qui peuvent être de n'importe quelle nature sur une page. Donc voilà, ça peut être des optimisations de performance, ça peut être des optimisations sur les balises SEO, ça peut être des optimisations sur le contenu, ça peut être des optimisations sur les images, ça peut être... voilà, là, vous êtes complètement libre de faire tous les tests que vous voulez. Voilà. Après, l'important, c'est il faut que ce que vous cherchiez à mesurer, c'est quel est l'impact de ces changements, de ces optimisations sur les résultats. Bien, donc voilà, si vous avez des questions, je vous invite à ne pas hésiter à les poser. Alors, si possible, dans la partie Q&A. Alors, à nouveau, une question dans le chat. Donc, avec tous vos tests effectués, vous identifiez des facteurs forts de ranking SEO qui marchent sur un grand nombre de sites. Disons que j'ai surtout détecté des cas dans lesquels les fameux facteurs qui d'habitude fonctionnent ne fonctionnent pas. C'est plutôt ça l'intérêt de la méthode,
c'est que ça permet de comprendre qu'il y a des cas particuliers où, en fait, lorsque, je veux dire, on travaille sur, par exemple, les titles, mais lorsqu'on travaille également sur l'ajout de contenu ou l'ajout de page, etc., on s'attend à ce qu'il y ait un impact SEO fort, et puis parfois ça ne marche pas. Et donc là, au moins, ça permet d'avoir la certitude que oui, on est dans un cas dans lequel ce n'est pas du tout ce facteur-là qui va être le plus répandu. Est-ce qu'on peut faire un A/B testing sur des sites qui ont moins de 3 ans d'existence sur le web? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, en fait, il faut quand même que le site soit un petit peu stabilisé, ne serait-ce que pour avoir une idée de sa fenêtre de crawl et de pouvoir, du coup, prédire combien de temps il va falloir pour que le test soit complètement pris en compte par Google. Donc là, on parle de quelques mois d'existence, mais on n'a pas besoin d'attendre 3 ans. Donc ça, c'est sûr. Les temps de test sont très longs, me dit-on, et sur peu de critères pour que ça fonctionne. N'est-ce pas trop long dans le temps Internet qui va très vite? Alors, c'est pas trop le problème, le temps long. En fait, on ne peut pas, simplement, dans ces cas-là, faire des milliers de tests avec de l'A/B testing SEO. Ça veut dire qu'il faut quand même déjà avoir identifié à l'avance ce qui pourrait marcher. En clair, on va pouvoir faire probablement entre 1 à 3 tests en A/B testing SEO sur un type de page par an. Donc voilà. Donc là, si on a détecté quelque chose qui fonctionne, on l'étend à tout le site. Si on s'aperçoit que c'est moyen ou que c'est négatif, eh ben, on ne le fait pas. Mais on a quand même besoin, évidemment, d'éviter de faire donc un apprentissage en test and learn, en changeant des petits bricoles à chaque fois, voir si ça fonctionne. Ça, par contre, c'est pas très très efficace comme méthode. Donc, on a besoin de vraiment définir ce que va être la page optimisée. On la teste, ça fonctionne. Alors, l'inconvénient de faire tout en même temps, c'est qu'on ne va pas être capable de détecter quelle est la petite modification qui va apporter ça. Mais à la limite, je dirais, c'est probablement pas une seule petite modification qui va améliorer donc la perception, les scores que Google va calculer. Donc, du coup, ce n'est pas un énorme problème. Alors, les temps de test sont très longs et sur peu de critères. Donc, vous avez bien compris qu'en réalité, on teste ça sur non pas une seule petite modification. Là, je vous ai montré des exemples dans lesquels on peut associer facilement une modification à un résultat. Dans la pratique, l'A/B testing SEO, on le fait sur des versions de pages complètement modifiées, complètement optimisées, sur lesquelles on a changé non pas un critère, mais une bonne douzaine, quoi. Ok, alors, je pense que j'ai une question qui a disparu à laquelle je n'avais pas répondu. Pour un site de type blog contenant des articles, quels conseils recommandez-vous? Devons-nous tester 2 pages différentes ou quelques éléments dans une même page? Donc, alors là, ce qu'il faut tester, c'est l'optimisation de pages articles. Donc voilà, ou des pages de catégorie d'articles, ou des pages de tags. C'est ça le plus intéressant. Donc sinon, vous n'aurez pas de résultats qui seront vraiment comparables. Et pour que le test A/B SEO soit valide, il faut que votre blog il contienne déjà quelques milliers d'articles quand même. Hein. Sinon, vous n'aurez pas de données qui seront statistiquement probantes. Comment gérer l'indexation d'URL en duplication via des paramètres d'URL de type XXX? Alors ça, c'est pas une question sur l'A/B testing SEO, mais je peux y répondre. La canonical est la meilleure et seule solution. Alors non, la canonical n'est pas la meilleure solution. La meilleure solution en cas d'URL dupliqué, c'est la redirection. La redirection, c'est la plus radicale. Alors, la canonical est une solution qui permet au moteur de comprendre que vous suggérez au moteur de canonicaliser une URL doublon sur une URL qui est l'URL canonique. Le problème, c'est que quand on regarde un petit peu ce que fait Google, Google ne respecte pas toujours la canonical. Là, j'ai écrit un article il n'y a pas longtemps là-dessus sur le blog de Neper. Vous pourrez vous regarder ça. Mais en fait, lorsqu'on teste si les canonicals sont respectés, il y a toujours des exceptions. Alors, ça peut être quelques URL, donc dans ce cas, ce n'est pas très problématique. Parfois, c'est 30% des URL canonicalisées que Google ne canonicalise pas. Donc, voilà, donc faites attention. Donc, la canonical, ce n'est pas
la solution à tous les problèmes de duplication. Tout ce qui est DEST, tout ce qui est dupliquer du réel technique, il vaut mieux faire carrément des redirections lorsque c'est possible, voire donc empêcher Google de voir ces versions-là des URL en mettant un disalo dans robots.txt. Voilà, merci beaucoup. Donc bonne journée, bonne fête, puisque j'aurai pas l'occasion de refaire de webinaire d'ici là. Bonne fête à tous et donc à l'année prochaine.